Nous sommes le lundi 25 août. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin, en ce lundi, que vous avez passé une belle fin de semaine. Content de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe pour faire le tour des plus récents développements dans l'actualité. Revue de presse également. On va faire le tour du sport et de la météo, des nouvelles du sport et des prévisions de la météo. Commençons tout de suite avec Véronique Méran qui est à mes côtés en studio. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Alors, ce matin, en sortant, je trouvais que c'était quand même assez chaud, humide, disons. Humide, collant, vraiment. Oui. C'est sûr, on est autour de la vingtaine de degrés au centre-ville de Montréal, mais indice humidex 25, 26. Ça va être donc, toute la journée, oui. Aujourd'hui, on va être là-dedans un peu. Les vents sud-ouest, là, températures qui varieront entre 20 et 23, mais l'humidité 26 en termes de ressenti. On va changer de cap demain avec les vents qui vont tourner à l'ouest. Donc là, on aura des températures plus fraîches. Parce que la réalité, cette semaine, c'est de l'air plus frais qui s'installe dans l'est du pays et de l'air très chaud dans l'ouest. On a comme un été dans les prairies et un pré-automne, si on veut, dans l'est du continent. Donc, on ira avec des maximums de 21 à 24 degrés cette semaine sur le sud du Québec. Certains diront sous les normales, mais là, quand la normale, c'est 25, il fait 24. Bon. Hein? C'est quand même pas de grand froid. Mais allons-y avec du temps un petit peu plus frais que ce qu'on a connu en fin de semaine, parce qu'on a quand même frôlé la barre des 30 degrés samedi encore. Hier, il a fait 26 à Montréal. Donc aujourd'hui, 20-23. L'humidité est là, donc on reste avec un ressenti quand même un petit peu plus élevé. Ciel qui va devenir en mélange soleil-nuage. Je qualifierais la semaine de moyenne, si on veut, parce que ce ne sera pas la semaine complètement grise avec des averses tout le temps, mais ce ne sera pas un soleil dominant non plus. Alors aujourd'hui, ça deviendra un mélange soleil-nuage pour Montréal. Ce sera le cas vers les Laurentides, la Naudière et l'Outaouais également. L'Estrie et Québec, ça restera plutôt nuageux. On a encore quelques averses, un risque d'orage d'une probabilité de 40 %, un peu plus élevé pour l'Estrie et Québec. La nuit prochaine, c'est entre 11 et 15 degrés. Demain, ciel variable dans l'ensemble, plus nuageux vers l'Estrie. On maintient 40 % de probabilité d'averse pour l'Estrie et Québec demain après-midi, 19 à 21 degrés. Et mercredi, il fera beau, des températures de 19 à 21 aussi. Alors oui, des températures un peu plus fraîches dans l'Est. Du côté de l'Abitibi, on le ressent déjà. Régime d'averse qui se poursuit aujourd'hui. C'est dispersé. Ce sera le cas encore demain. Pas plus que 14, pas chaud en Abitibi. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, une vingtaine de degrés, mais l'indice humidex est à 25. Donc là aussi, averses et orages dispersés vers le Bas-Saint-Laurent, 18-20 degrés. Vers la Gaspésie, plutôt nuageux, 24. Indice humidex à près de 30, 17 sur la Côte-Nord, sous les averses et les orages. Et dans l'Est du Québec, ça ira un petit peu mieux demain côté ensoleillement, 19 à 21 degrés. Territoire ontarien, nuages éclaircis, probabilité d'averse 30 %, 40 du côté d'Ottawa, 21-24 degrés. Ce sont les températures dans l'ensemble, mais on a un indice humidex aussi, 27 du côté d'Ottawa. Donc, on sent un petit peu la lourdeur de ce côté-là également. Et quand on parlait de conditions estivales dans l'ouest du pays, ben voilà, soleil dominant, Vancouver, Edmonton, Calgary, Regina et Winnipeg, avec des températures de 24 à 30 pour le secteur de Vancouver. Il y a de l'humidité aussi. C'est du 28-29 vers Edmonton et Calgary, 23-25 pour Winnipeg et Regina, mais on a cet avertissement de chaleur qui est là parce que le mercure va se maintenir au-delà des 30 degrés un petit peu toute la semaine. Donc, très estival dans l'ouest, un petit peu plus frais sur l'est du pays, c'est-à-dire nous autres. Donc, on commencera à le sentir surtout demain parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a l'humidité qui joue un peu. C'est ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. On va revenir dans les prochaines minutes. C'est le retour de notre collaborateur Jean-Philippe Robillard en ce lundi qui va revenir sur la visite de Mark Carney qui est en Europe, qui est en Pologne, qui était à Kiev hier. Et puis, Marie-Michel Borduas, dans les prochaines minutes, va aussi nous parler de ce déploiement de la Garde nationale. Vous avez entendu parler, évidemment, de ce qui se passe à Washington, mais là, Donald Trump qui a menacé, ou en tout cas qui a laissé entendre qu'il pourrait déployer la Garde nationale dans d'autres villes. On va y revenir sur ce sujet-là dans les prochaines minutes. Le temps de parler sport avec Olivier Pellerin. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, une belle entrée en scène pour Leilani Fernandez à New York dans un match crève-cœur, il faut le dire, contre sa compatriote. Oui, contre Rebecca Marino. Dès le premier tour, Rebecca Marino qui est issue du tableau des qualifications, donc ne savait pas qui elle allait
affronter jusqu'à ce qu'elle se qualifie, et c'était contre Leylah Annie Fernandez. Et ça a été un match, sans dire à sens unique, mais qui a été dominé par Leylah Fernandez lors de cette première manche. Ça a été un peu plus serré. Leylah qui avait pris le bris très rapidement dans la rencontre. Elle a vu Rebecca Marino revenir, mais elle s'est accrochée pour aller chercher cette première manche, et la deuxième, elle a été pliée assez facilement. Donc pour Fernandez, c'est un deuxième tour, fin de parcours pour Rebecca Marino dans ce tournoi. Et parmi les têtes d'affiche en action hier, on doit mentionner les victoires d'Aryna Sabalenka, numéro 1 mondial, qui a remporté son match face à la Suisse Rebecca Massarova en 2 manches. Sabalenka qui est toujours en quête d'un premier titre du Grand Chelem cette année, et elle pourrait avoir sur sa route Leylah Annie Fernandez dès le 3e tour. Donc les deux joueuses auront leur match de 2e tour à jouer quand même, mais ce serait toute une commande pour la Canadienne que d'aller affronter comme ça la numéro 1 mondiale à New York dans un tournoi majeur comme celui-là. Et sinon, chez les hommes, hier, le champion en titre de l'Omnium Banque Nationale, l'Américain Ben Shelton, a lui écarté le Péruvien Ignacio Boussé en 3 manches. 3 manches aussi pour Novak Djokovic qui est en action hier soir. Il a souffert sur le cours Arthur Ashe, le cours principal des installations au US Open. Il jouait son match d'entrée face à l'Américain Leonard Tien. Il a été bousculé en 2e manche. Là, ça a été difficile. Il a remporté cette 2e manche au bris d'égalité, mais physiquement, il a dit que ça a été très difficile son match d'hier. On a vu des images durant la rencontre où il s'est déchaussé et on a vu une énorme ampoule sur son orteil. On sait que ça, pour les joueurs de tennis, lorsqu'on doit se déplacer sur un terrain pendant de longues heures, ça peut poser problème. Qu'à cela ne tienne, il a remporté ce match en 3 manches, je le disais, contre Tien, mais quand même, là, ça risque d'être un parcours assez difficile pour Novak Djokovic, qui a déjà 24 titres du Grand Chelem déjà en poche. Il est en quête d'un 25e, mais quand même, il sera surveillé à New York. Et aujourd'hui, dans les matchs à surveiller, si on y va là, pour les Canadiens, chez les femmes, c'est l'entrée en scène de Victoria Mboko. Reste à voir comment elle sera physiquement dans ce premier match face à Barbara Krejcikova. Elle est 62e au monde, la Tchèque Krejcikova, mais elle a déjà remporté 2 titres du Grand Chelem, donc ce sera quand même toute une pointure pour ce premier match. Et sinon, chez les hommes, Gabriel Diallo aura, lui, dans les pattes, le Bosniaque Damir Džumhur pour son match de premier tour. Donc, tout ça aura lieu un peu plus tard aujourd'hui. Puis, il y a l'entrée en scène aussi de Carlos Alcaraz et de Venus Williams aussi, 45 ans, qui revient. Son match de premier tour aujourd'hui. 25e présence, là, si j'ai bien calculé, là, au US Open. Donc, vraiment, là, c'est une histoire qui se poursuit pour elle. Une histoire d'amour aussi avec le public américain. Parlons de golf maintenant. La Canadienne Brooke Anderson qui a été couronnée à l'Omnium canadien. C'est un titre qu'elle convoitait. Elle l'avait déjà remporté dans le passé, en 2018. Elle disait que c'était parmi les plus beaux moments de sa carrière. Elle a entamé cette dernière manche ou cette dernière ronde de l'Omnium canadien hier en tête à égalité avec l'Australienne Minjee Lee. Et c'est Brooke Anderson qui a eu gain de cause. Elle a remporté ce tournoi avec un différentiel final de moins 15. C'est la 2e fois qu'elle va chercher ce titre. Elle a justement rappelé à quel point c'est significatif pour une Canadienne d'être capable de pouvoir remporter ce tournoi à la maison. Il faut dire que ça faisait 2 ans aussi qu'elle n'avait pas remporté de tournoi. Donc, c'était quand même un bon moment pour aller chercher un titre comme celui-là. Et elle demeure avec son 14e titre. Donc, l'Omnium canadien qui vient tout juste de remporter, c'était son 14e titre en carrière. Et c'est la golfeuse qui en a remporté le plus dans l'histoire de la LPGA. Donc, elle poursuit, elle ajoute à chaque tournoi qu'elle remporte à son record. Mais elle souhaite, avec ce titre, qu'on célèbre peut-être davantage ce qu'elle est en train d'établir là, sur la scène professionnelle du golf féminin. Donc, félicitations à Brooke Anderson pour cette belle victoire. Merci Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Oui, on a beaucoup parlé de cette garde nationale déployée dans les rues de Washington. Décision du président américain, ça fait des vagues aux États-Unis. Voilà que le président veut élargir le déploiement de la garde nationale dans d'autres villes. Marie-Michel Borduas est à mes côtés. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. Donc notamment Chicago et Baltimore. Voilà Donald Trump qui a menacé hier la ville de Chicago, l'État du Maryland, en fait la ville de Baltimore plutôt et l'État du Maryland dans l'est des États-Unis, dit dépêcher les troupes comme c'est le cas, vous l'avez
avez dit Los Angeles, Washington. Ça, il faut dire par contre que c'est la réponse du président à un message sur les réseaux sociaux du gouverneur de l'État, le démocrate Wes Moore, qui lui a proposé une visite dans les rues de Baltimore pour constater en fait l'état des choses, même si, écrit-il, ça implique de dire encore plus de mensonges sur les progrès réalisés en matière de sécurité publique dans le Maryland. Ça n'a pas plu ça à Donald Trump, qui a répliqué sur son réseau Truth Social que si le gouverneur a besoin d'aide, comme Gavin Newsom à Los Angeles, il enverra la garde nationale, comme il le fait présentement tout près à Washington, pour se débarrasser de la criminalité. Ouais, et comment réagit le gouverneur du Maryland? Wes Moore, depuis, a accordé quelques entrevues au réseau télévisé américain CNN, CBS aussi, où il affirme qu'il n'autoriserait pas l'utilisation de la garde nationale dans son État dans cette lutte contre la criminalité. Je vous propose d'entendre un extrait de son entrevue accordée à CBS. It's unconstitutional. It's a direct violation of the 10th Amendment. Alors, le gouverneur Moore qui affirme que c'est inconstitutionnel, que c'est une violation du 10e amendement, qui établit ce 10e amendement, la division des pouvoirs, en précisant notamment que les pouvoirs qui ne sont pas expressément délégués au gouvernement fédéral reviennent aux États, a rappelé que donc ce sont les États américains qui ont l'autorité sur ce corps de réserve de l'armée. Je le disais au début, il y a d'autres grandes villes des États-Unis qui sont dans la mire du président, dont Chicago. Oui, il a annoncé vendredi son intention de déployer des troupes à Chicago, ensuite New York, là aussi pour lutter contre la criminalité. Il s'agit dans les deux cas de métropole démocrate, encore une fois. Donald Trump qui avait lancé le vendredi à ce moment que c'est la pagaille en ce moment à Chicago, que la ville de l'Illinois elle est dirigée par un maire particulièrement incompétent et que les citoyens réclament l'envoi de troupes. Ça n'a pas plu au gouverneur de l'État, J.B. Pritzker, qui a répliqué sur les réseaux sociaux que la population, elle ne demande pas qu'un pouvoir autoritaire s'empare des principales villes du pays. Et il faut dire qu'au même moment où il y avait cette annonce-là de d'autres villes dans la mire du président, il y a un responsable du Pentagone qui, sous le couvert de l'anonymat, a précisé que les quelques 1900 soldats de la Garde nationale qui sont déjà à Washington depuis 2 semaines maintenant seront très prochainement armés. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. C'est l'heure de la revue de presse et c'est ma collègue Marie-Jeanne Dubreuil que je retrouve ce matin dans notre studio d'Ottawa. Bonjour Marie-Jeanne. Bon lundi Mathieu. On va y revenir dans les prochaines minutes avec Jean-Philippe Robillard, mais évidemment, ça retient l'attention ce matin en une de plusieurs quotidiens, cette visite de Mark Carney en Ukraine. Oui, et je vous dirais, ça retient l'attention à travers le monde, Mathieu, parce que oui, les médias canadiens en parlent, les médias ukrainiens également, mais même américains, comme le New York Times, qui accorde un article à cette visite surprise du premier ministre Mark Carney, qui est arrivé le jour de l'indépendance de l'Ukraine, pendant laquelle il a réaffirmé son soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la guerre avec la Russie. Il a aussi dévoilé les détails de cette aide de 2 milliards de dollars qu'il avait annoncé au sommet du G7. Le Globe and Mail qui nous dit que cette somme-là va notamment financer la fabrication de drones au Canada et en Ukraine. Et CBC rappelle que la visite du premier ministre canadien intervient à un moment où les perspectives de paix semblent plus lointaines que jamais. Donc, il y a vraiment une symbolique à cette visite du premier ministre canadien. Donc, Jean-Philippe qui va y revenir comme vous le disiez, là, donc je vous en dis pas plus, mais sachez que si vous voulez poursuivre votre lecture, il y a un article du Devoir qui détaille à quoi pourrait ressembler le déploiement de troupes en Ukraine. Il y a 2 types de missions possibles, parce qu'effectivement, Mark Carney qui n'a pas exclu la possibilité de déployer des troupes du côté de l'Ukraine. On pourrait voir soit une extension de ce qui se fait déjà en Lettonie, donc vraiment de la présence militaire en Ukraine, ou plutôt une mission de maintien de la paix, mais selon des experts, ce serait assez peu probable, cette deuxième option-là. Donc, effectivement, visite du premier ministre qui se poursuit en Pologne aujourd'hui. Parlant de dépenses militaires, il en est question dans les médias sous d'autres angles. Le Toronto Star et Globe and Mail qui nous parlent notamment des casques bleus, donc les missions de maintien de la paix de l'ONU. Le Canada qui a été longtemps un exemple, qui a tenté de montrer l'exemple, notamment avec la présence de femmes dans ses forces armées, ne compte actuellement que 2 femmes militaires déployées dans des missions de maintien de paix des Nations unies et ça soulève des inquiétudes
inquiétudes quant au fait, justement, qu'Ottawa ne montre pas l'exemple, pourrait être interpellé par l'ONU pour justement avoir manqué ces objectifs-là. Alors, on en parle dans le Toronto Star et le Globe and Mail. Et parlant de dépenses militaires, la presse nous apprend que le gouvernement canadien continue à accorder d'importants contrats à des firmes américaines, et ce, dans tout ce contexte de guerre tarifaire. Alors, on apprend en plus, le lien avec tout ça, c'est que ce sont majoritairement des dépenses en défense. C'est dénoncé par l'opposition qui soulève une contradiction de la part du gouvernement canadien qui demande aux Canadiens de soutenir sa propre économie. Mais le ministre François-Philippe Champagne, lui, dit que dans le cas de la sécurité nationale, il ne devrait pas y avoir de compromis à faire. Maintenant, c'est aujourd'hui ou cette semaine, en tout cas, la rentrée pour bien des élèves primaires, secondaires, cégep, université, tout ça commence. Ouais. Si c'est pas cette semaine, quelque part, au plus tard en début de semaine prochaine. Et il y a beaucoup de questions d'éducation dans les quotidiens ce matin. Oui, beaucoup de textes d'opinion, des réflexions, des lettres ouvertes, oui, et des articles de nouvelles. Comme le dit Paul Journet dans sa chronique quotidienne dans la presse, c'est une rentrée scolaire qui se fait sous tension. Il y a 2 questions, selon lui, qui restent en suspens. De 1, quel sera l'impact sur les élèves de ce resserrement budgétaire de 85 millions de dollars au Québec? Et de 2, quel est l'avenir de Bernard Drainville? Journet qui soulève également des contradictions, là, 2 réalités parallèles. Il y a plus d'argent, les budgets qui sont de plus en plus grands pour les écoles, mais de moins en moins de services. Toujours dans la presse, on parle des classes modulaires qui ont de la classe, c'est le cas de le dire, donc des classes préfabriquées pour accueillir les débordements d'élèves, comme on le voit depuis les dernières années, qui sont maintenant la norme dans bien des écoles au Québec. Et même si leur design s'améliore, elles sont lumineuses, elles sont climatisées, elles sont modernes, les experts rappellent que ça doit rester une solution temporaire. Les coops de l'information, de leur côté, parlent des cellulaires à l'école, donc qui précisent les nuances apportées par ces nouvelles directives du gouvernement du Québec. Et ça se fait sous forme de questions-réponses, si jamais ça vous intéresse, si vous avez des questions, justement, que vous vous posez. Et d'ailleurs, les élèves vont commencer cette rentrée 2025 avec un nouveau chien de garde là, dans l'opposition en matière d'éducation, à la personne de Gabriel Nadeau-Dubois, le Journal de Montréal, qui nous apprend que l'ancien co-porte-parole de Québec solidaire revient à ses premiers amours et s'occupera de ce dossier pour sa dernière année à l'Assemblée nationale, lui qui était leader là, lors du mouvement étudiant de 2012. Et puis faisons le tour de certaines unes qui ont retenu votre attention en terminant. Oui, en une du Devoir, on nous apprend que les promoteurs du projet d'usine de GNL Québec, donc du gaz naturel liquéfié, a eu des rencontres avec le gouvernement du Québec, dont 3 ministères, 2 sociétés d'État depuis le début de l'année, et ce, même si François Legault et son gouvernement refusent de se prononcer sur l'avenir de GNL au Québec. Le National Post consacre un dossier complet à Pete Hegseth, donc le secrétaire d'État américain à la Défense, et du coûteux dispositif de sécurité qui l'entoure, là, au point où on n'a jamais vu autant de gardes de sécurité autour d'un secrétaire d'État. C'est ce que disent des sources du National Post. Et le Journal de Montréal nous parle d'un controversé rénoviteur, Henri Zavriev, qui a, dans les dernières années, multiplié les infractions sur les chantiers de construction de ces différentes propriétés. La Commission de la construction du Québec qui a dû à plusieurs reprises se tourner vers les tribunaux pour faire suspendre les travaux. C'est en une du Journal de Montréal. Merci Marie-Jeanne. Bonne journée. Mon collègue Jean-Philippe Robillard est de retour avec nous ce matin. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Très content de vous retrouver ce matin. Mais oui, bien sûr, c'est un plaisir. Ben oui, absolument, plaisir partagé. Et revenons sur cette, et Marie-Jeanne en parlait, cette visite de Mark Carney, premier ministre canadien en Europe. Et il était à Kiev, il est en Pologne aujourd'hui, à Varsovie. Espère donc renforcer ces liens qui unissent le Canada et la Pologne. Oui, effectivement. Donc le premier ministre Carney, qui est en Europe, vous l'avez dit, qui est à la recherche, Mathieu, de nouveaux partenaires commerciaux et stratégiques, que ce soit par exemple dans le domaine de l'énergie ou encore dans le domaine de la défense, et tout ça dans la foulée de cette guerre commerciale que mène Donald Trump, entre autres, contre le Canada. Donc, on recherche des nouveaux partenaires. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'il va faire, le premier ministre Carney en Pologne. Il va plaider pour renforcer, Mathieu, les liens entre le Canada et la Pologne. Il doit d'ailleurs rencontrer son homologue polonais ce matin. On s'attend à ce que les 2 hommes discutent, bien sûr, de cette question, mais également tentent de faire progresser un partenariat stratégique entre les 2 pays, qui serait un partenariat là, qui serait axé sur le commerce, sur la défense, mais également sur l'énergie. Mais vous savez, Mathieu, on va avoir un peu plus de détails tantôt parce qu'il y a un point de presse là, qui est prévu là, dans un peu plus d'une demi-heure, là, autour de 6 heures,
heures, notre heure ici au pays. Là. Et le premier ministre Carney qui a fait donc cette visite surprise hier en Ukraine. Oui, on en a beaucoup parlé, effectivement. Donc, une courte visite à Kiev alors que c'était la fête de l'indépendance de l'Ukraine. C'était, en fait, c'est le premier ministre ukrainien, Volodymyr Zelensky, Mathieu, qui l'avait invité personnellement. Et au cours de cette courte visite, donc le premier ministre Carney a réitéré le soutien, il faut le mentionner, indéfectible du Canada à l'égard de l'Ukraine, du président Volodymyr Zelensky, des deux hommes hier qui ont eu un tête-à-tête et qui ont bien sûr discuté de l'avenir de l'Ukraine, alors qu'on le sait qu'il y a des négociations qui sont en cours entre les États-Unis, la Russie et l'Europe pour tenter de mettre fin à ce conflit, à cette guerre. Mark Carney qui réclame, on le sait, un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel comme première étape là, d'un véritable processus de paix en Ukraine, mais c'est pas nécessairement quelque chose que souhaite tant Donald Trump que Vladimir Poutine. Oui, il a aussi, M. Carney, dévoilé une nouvelle tranche d'aide militaire. Oui, et c'est pas la première fois. Donc, le Canada qui va consacrer 1 milliard de dollars pour des drones, Mathieu, des blindés, des munitions qui seront envoyés en Ukraine là, pas plus tard que le mois prochain. Ottawa va aussi consacrer 30 millions de dollars en aide humanitaire et médicale. On sait que les besoins sont grands là-bas. Il va également consacrer, le gouvernement fédéral canadien, 700 millions pour aider à l'achat d'équipements militaires et américains. Et hier, alors qu'il y avait le point de presse là, avec Volodymyr Zelensky, le premier ministre Carney, qui a aussi déclaré, Mathieu, qu'il n'excluait pas, et ça c'est intéressant, l'envoi éventuellement de troupes canadiennes là, sur le terrain dans une mission de maintien de la paix. On l'écoute. Il y a la possibilité et je n'exclus rien. L'équilibre n'existe jamais entre l'Ukraine et la Russie. Alors, il faut renforcer les forces armées ukrainiennes avec des garanties de sécurité. On espère que les États-Unis vont renforcer dans une manière appropriée. Les Américains, d'ailleurs, qui laissent entendre qu'ils seraient prêts à protéger l'espace aérien maritime et de l'Ukraine. La France et la Grande-Bretagne, là, de leur côté, sont ouverts à envoyer des soldats en Ukraine. Et il y a le professeur Justin Massy, qui est co-directeur du réseau d'analyse stratégique, mais également professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, qui disait hier là, que c'est pas un hasard si Volodymyr Zelensky a invité le premier ministre canadien. Oui, le Canada est un très grand contributeur d'aide militaire, le 9e en importance là, depuis le début de l'invasion en 2022. En termes d'aide économique aussi, le Canada aide beaucoup. Il a formé beaucoup de militaires ukrainiens aussi avant l'invasion ukrainienne et continue d'aider à l'acheminement d'aide militaire depuis l'invasion. Et on sent aussi, moi je dirais, chez M. Carney, peut-être le désir d'être à la table des négociations en quelque sorte. Et je pense que cette visite symbolique là, au jour de son indépendance marque le coup à Kiev. Et demain, le premier ministre canadien donc qui se rendra en Allemagne où il va entre autres rencontrer des responsables et des chefs d'entreprise là, avant de conclure son voyage mercredi en Lettonie. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Ce qu'on va surveiller entre autres aujourd'hui au cours des dernières heures, il y a eu des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser dans la bande de Gaza. Premiers rapports font état d'au moins 15 morts dont 3 journalistes. Ce sera à surveiller au cours des prochaines heures. Et il y a l'ambassadeur américain en France qui sera convoqué aujourd'hui un peu plus tard au ministère des Affaires étrangères après des critiques qui ont provoqué la colère de Paris sur l'absence d'action suffisante du président Emmanuel Macron contre l'antisémitisme. On en reparlera avec notre nouveau correspondant en place à Paris un peu plus tard aujourd'hui dans nos radiojournaux, Frédéric Arnould, et reprise également de la commission Galland sur le fiasco Saclic. C'est entre autres ce qui est à surveiller aujourd'hui. Vos équipes du matin prennent le relais. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.